BlackRock. Tout le monde a déjà entendu ce nom au moins une fois. Une société de gestion qui, soi-disant, contrôlerait le monde et pourrait influencer tous les gouvernements de cette planète, aussi bien en Europe, aux États-Unis qu'en Afrique. Une entreprise secrète, mais qui, en ce moment, on en entend encore moins parler. Pourtant, si je vous affiche la carte du monde, et que, soi-disant, un point rouge correspond à là où BlackRock a influencé ou aidé un gouvernement. Un point orange représente un endroit dans lequel BlackRock a des bureaux avec des traders ou des financiers. Et enfin, un point vert, qui montre une entreprise dans laquelle BlackRock a des participations et a le pouvoir d'impacter leurs décisions. Maintenant, on reprend cette carte du monde et on regarde sur cette carte son influence en 1990. Il y a quelques points aux États-Unis, pas grand chose d'ailleurs, bref, rien de vraiment extraordinaire. Et maintenant, on fait un bond dans le temps et on regarde ce qui s'est passé depuis 1990. Oui, c'est complètement fou. Et je vous avoue que quand j'ai trouvé cette carte, j'ai été choqué. Je savais que BlackRock était une entreprise influente, mais je ne m'étais pas rendu compte de vraiment ce qui se cache derrière et à quel point cette entreprise a un impact sur nous tous les jours. Surtout que derrière cette entreprise complètement folle, il y a un homme. Cet homme, c'est Larry Fink. C'est le patron de BlackRock et en moins de 35 ans, il est passé d'un banquier totalement ruiné à être, pour les plus complotistes, et peut-être vous d'ailleurs même à la fin de cette vidéo, l'homme le plus puissant du monde devant Elon Musk et des présidents. Aujourd'hui, BlackRock possède 12% de la bourse mondiale, a accompagné plus de 37 pays dans des décisions financières. Également, cette année, BlackRock a annoncé enclencher un plan à 68 milliards de dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte de la somme que c'est, mais ça représente 60% de la richesse produite par l'humanité entière en une année. Eux, c'est ce qu'ils vont investir. Mais alors, comment un banquier ruiné, ayant créé cette entreprise en moins de 35 ans et dont le capital de départ était seulement de 5 millions de dollars, a-t-il fait pour s'implanter comme ça partout dans le monde? Pourquoi cette entreprise, qu'on n'entend quasiment jamais parler, manipule les marchés à sa guise pour en tirer des milliards? Et surtout, comment BlackRock a-t-elle fait pour devenir la plus grosse société de gestion d'actifs que l'humanité ait jamais connue? Ok, alors avant qu'on commence, aujourd'hui, on va pas faire une vidéo pour faire peur. On va pas non plus inventer des théories fumeuses sur BlackRock, même si vous allez voir que certains points sont assez bizarres. On va prendre uniquement des décisions réelles, des liens documentés et des faits. Et on va comprendre pourquoi ce nom obsède autant Internet et pourquoi il revient toujours quand les choses vont mal. Bienvenue dans l'enquête sur BlackRock. Avant de parler de la machine, avant de parler des milliers de milliards, de ce qui manipule le marché, il faut comprendre l'homme qui est au centre de tout ça. Parce que non, BlackRock n'est pas né dans l'obscurité d'une salle secrète remplie d'élites. Elle est née de Larry Fink. Larry Fink, c'est pas un héritier d'une grande dynastie financière. C'est pas non plus un fils de milliardaire, c'est pas un politicien. Il n'était pas pauvre non plus, mais son père tenait simplement un magasin de chaussures et sa mère était professeure. Dans les années 1970 à 1980, il commence une carrière comme trader obligataire. Obligataire, ça veut pas dire qu'il est obligé de trader, ça veut juste dire qu'il bossait sur les obligations. Que ça soit les dettes de l'État, les dettes d'entreprise, les taux d'intérêt, bref, le cœur du système des marchés. Son job, c'est d'acheter, de vendre et de gérer ses dettes. Rien de l'amour, mais énormément d'argent sous son contrôle. On parle littéralement de centaines de millions de dollars. À l'époque, il bossait chez First Boston, une des premières grosses banques d'investissement des États-Unis. Elle n'existe plus parce qu'elle a été rachetée par Crédit Suisse il y a quelques années. Mais il existe quand même des archives photos montrant leur salle de marché, histoire que vous puissiez vous rendre compte dans quel milieu travaillait Larry Fink. Surtout que First Boston était une des premières banques au monde à faire du trading actif. À ce stade, tout se passe bien, très bien même. Il gravit les échelons, d'année en année, se fait connaître par beaucoup de monde, bref, tout va pour le mieux. Jusqu'au jour où tout s'écroule quand il avait 33 ans. Ce jeune Larry fait un mauvais pari, une mauvaise lecture de dette qui traduit avec un risque mal évalué. Résultat, 100 millions de dollars partis en fumée en quelques mois sur cette position. Quand vous tradez en banque, ce n'est pas votre argent, mais c'est celui des clients de la banque pour laquelle vous travaillez. First Boston, même si c'est l'une des plus grosses banques de l'époque, vous imaginez bien, va pas laisser passer ça comme si de rien n'était. Imaginez-vous un instant, être à la place de Larry, à même pas 33 ans, perdre autant d'argent. Dans ce cas de figure, tu sais très bien que ton profil est grillé auprès des autres banques, que ton nom circule partout et que plus personne ne voudra t'embaucher. Autant vous dire que tout portait à croire que ce fils de professeur ne réussirait jamais et que ce mauvais train signe une fin de carrière immédiate. Surtout que, pour donner un ordre d'idée, 100 millions de dollars à cette époque vaudrait aujourd'hui 300 millions de dollars. Mais très étonnamment, Larry Fink n'abandonne pas. Il revient 10 fois plus fort. Et c'est à partir de ce moment-là que cette histoire devient étrange. Pendant des mois, il disparaît quasiment des radars. Mais au lieu d'essayer de revenir à la petite porte et de retrouver un emploi classique de trading, il fait quelque chose de très différent. Il passe ses journées à décortiquer la seule question qui le traumatise encore. Comment est-ce possible que, à son niveau, il puisse perdre autant d'argent sur un trade et que tout soit de sa faute? Ça paraît con comme question, mais en fait, le plus humiliant dans cette histoire, c'est pas tellement l'argent perdu. C'est le fait que personne n'était capable, lorsque Larry a appris ce trade dans la banque, de dire « Attention, si ton trade tourne mal, voilà exactement ce que ça peut nous coûter et voici combien tu peux perdre. » Il faut savoir qu'à l'époque, les banques fonctionnent encore à l'instinct, à l'expérience des seniors et à des tableaux Excel bricolés. Et les salles de marché ressemblent vraiment à une jungle remplie de traders qui crient partout.
C'est à ce moment-là que Larry Fink comprend quelque chose que très peu de gens comprennent dans son époque. Le vrai pouvoir, lorsque tu trades, c'est pas finalement de prédire le marché, car tout le monde a une chance de réussir à le faire. Non, c'est quelque chose d'autre. En 1987 se passe un événement qui restera gravé dans la mémoire de tous les traders. Le Black Monday, un crack boursier qui a fait chuter la bourse de 22% en une seule journée. From the opening bell, the market was in free fall. Today is Black Monday, the Monday Massacre, the worst drop in Wall Street history. Around the world, stock markets fell. C'était déjà à l'époque une des plus grosses crises du monde. Dites-vous que c'est 1000 milliards de dollars qui se sont évaporés en moins de 4 heures sur les marchés. Ce jour-là, il comprend quelque chose qui va complètement changer sa vie et le cours de la finance mondiale. Pour lui, le secret de la finance, c'est pas de deviner comme 90% de gens si un titre va monter ou baisser. C'est de comprendre pour chaque position que tu prends, le risque que prend ta position, la probabilité qu'elle soit gagnante ou perdante, et ça, bien avant que les autres ne l'aient vu venir. En gros, au lieu de se concentrer sur l'argent, il va se concentrer sur le risque. Et vous allez comprendre pourquoi c'est si fort dans quelques minutes. Mais il y a un gros problème. Oui, cette idée est brillante, de venir minimiser le risque et réfléchir que en probabilité, mais elle ne vaut rien sans argent. À ce stade, rappelez-vous, Larry Fink n'a plus vraiment de capital. Il lui reste seulement quelques économies, puis il est sur le tableau qu'on appelle The Most Wanted à Wall Street. Personne ne veut financer un trader qui vient de faire perdre 100 millions de dollars à une banque. Personne, sauf un homme, Stefan Schwarzman. Le fondateur de Blackstone, une banque de 5000 employés et qui aujourd'hui a plus de 1200 milliards sous gestion. Schwarzman ne voit pas Larry Fink comme un raté ou comme un bon à rien. Au contraire, il voit un type ayant vécu une catastrophe assez violente pour ne plus jamais raisonner comme avant. Le mot s'est vraiment traumatisé. En 1988, lors d'une conférence financière à New York, Larry Fink et ce fameux Stefan Schwarzman commencent à bien s'entendre. Et là où tout le monde fuit Larry Fink, Schwarzman, lui, fait totalement l'inverse. Il décide de miser sur lui. Et il met 5 millions de dollars sur la table pour son futur projet. Avec ce capital, BlackRock vient d'être créé. On comprend aussi pourquoi on l'a nommé BlackRock, sûrement pour faire hommage au premier investisseur, le créateur de Blackstone. BlackRock a une grosse particularité dès le début. C'est que c'est le premier hedge fund mondial qui n'est pas conçu pour battre le marché. C'est un fonds conçu pour survivre à ce que personne ne veut imaginer. Dès le départ, Larry Fink impose une règle qui choque même ses propres équipes. Aucun trade ne doit dépendre d'un scénario normal. Chaque investissement fait par BlackRock doit pouvoir rapporter quelque chose même dans un scénario extrême. Comme par exemple, s'il y a une crise des liquidités, le trade doit s'en sortir. Une chute brutale des taux ou explosion incontrôlée. Pareil, défaillance d'État. Pareil, BlackRock doit pouvoir gagner de l'argent ou s'exposer que très peu à ça. Bref, il ne prenait aucun risque. C'est là que BlackRock commence à attirer un type de client très particulier. Pas ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent sur les marchés, mais ceux qui veulent éviter le pire scénario possible. Les fonds de pension, les assureurs, les institutions publiques et ceux qui gèrent l'argent des gens et qui n'ont pas le droit à l'erreur car les vies des investisseurs en dépendent. À cette époque, déjà plusieurs médias financiers comme le Wall Street Journal commencent à décrire BlackRock comme un acteur à part. Les performances ne font pas rêver, mais la sécurité, elle, est maximale. À ce moment-là, Larry Fink a autour de 40 ans et en l'écoutant dans ses interviews, un truc frappe. L'argent passe clairement après. Ce qui l'obsède vraiment, c'est le contrôle du risque, comme s'il savait que quelque chose allait se passer bientôt. Durant les premières années, BlackRock accumule de la confiance de milliers d'investisseurs, mais surtout beaucoup d'informations importantes. Des données sur la dette d'État, des données sur les portefeuilles institutionnels, des données sur les interconnexions entre les banques, assurances, fonds de pension. Aujourd'hui, ça peut paraître évident cette donnée, mais à l'époque, personne ne comprend encore cette valeur, et vous allez voir que c'est ce qui va faire 50% de son futur succès. Début des années 90, Larry Fink est au sommet de sa première réussite. BlackRock commence à être respecté. L'argent rentre, on estime déjà leur chiffre d'affaires à déjà 100 millions de dollars par an. Le plus important, c'est que BlackRock commence déjà à avoir un gros impact sur le marché. Il gère déjà plusieurs dizaines de milliards de dollars d'actifs, principalement pour des fonds de pension américains et des assureurs. Par exemple, des institutions comme CalPERS, l'un des plus gros fonds de pension du monde, ou encore le New York State Common Retirement Fund, qui est en gros le fonds de pension des employés publics américains, comme des policiers, des pompiers, des enseignants. Ces fonds lui confient une partie de leurs capitaux. Et c'est justement à ce moment-là qu'il réalise un truc que presque personne n'ose dire à voix haute. Il a l'impression que la finance mondiale ne tient pas parce qu'elle est solide. Elle tient juste parce que tout le monde fait comme si elle l'était. Et ça, pour lui, c'est extrêmement dangereux. Pour vous expliquer rapidement comment fonctionne l'économie, avant qu'il se passe le drame, avant 2010, chaque acteur travaille dans son coin, avec ses propres outils,
Mais tous ces acteurs dépendent tous des uns des autres sans s'en rendre compte. Les retraites américaines dépendent du marché obligataire. Sauf que le marché obligataire dépend des dettes d'État. Les États dépendent des banques et les banques dépendent des assurances. Ces mêmes assurances dépendent de produits dérivés que personne ne maîtrise vraiment, conçus par des traders qui crient partout. De plus, dans les années 90, ce même volume de produits dérivés explose littéralement. Les produits dérivés, pour ceux qui ne savent pas, c'est des produits créés par des traders pour ajouter de la conviction sur un trade. Ça peut être mettre plus de levier, ça peut être une option pour parier à la hausse ou à la baisse du marché. En gros, c'est ce qui permet à un trader de jouer différents scénarios avec beaucoup plus de risques. En 1990, le volume mondial des dérivés est estimé à environ 30 milliards de dollars. Dites-vous, en 2000, on dépasse déjà les 100 milliards de dollars. Et imaginons quelque chose casse en bas, ou qu'un petit acteur fasse un mauvais trade, fasse faillite, eh bien tout le système pourrait s'effondrer, un peu comme un domino qu'on fait tomber. Larry Fink, souvenez-vous, lui a déjà vu un aperçu de ce chaos chez First Boston. Donc même si son fonds marche à merveille et qu'il est déjà devenu multimillionnaire, il décide de pas se reposer sur les stratégies de trading déjà acquises, mais sur un nouveau projet, qui ne sait pas encore mais qui va changer sa vie et celle de la finance. I do believe we have a unique opportunity to be one of the large investors for the global capital markets. To truly be global, you have to be local in every country. À la fin des années 90, Larry Fink lance son plus gros projet, j'ai nommé Aladdin, un robot de trading conçu par les meilleurs ingénieurs. L'intelligence artificielle Vrai danger de l'IA représente réellement un danger. Plus dangereuse que la bombe atomique. Les algorithmes nous surveillent constamment. Réduit en esclavage l'humanité. Ça c'est flippant. Aladdin is real. Supercomputer called Aladdin. Aladdin. Personnage le plus puissant s'appelle Aladdin. L'intelligence artificielle va détruire le monde. Aladdin, c'est pas un robot de trading pour gagner plus d'argent. Non, très loin de ça. C'est un algorithme capable de voir ce que personne ne voit. Il signifie Asset, Liability, Debt and Derivate Investment Network. La grosse particularité de cet algo, c'est pas en soi qu'il est révolutionnaire. Des algorithmes, il en existait déjà et il en existe encore. La vraie différence, c'est la donnée. Aladdin est conçu pour absorber toute la donnée. Pour vous expliquer rapidement pourquoi c'est si important en trading et pourquoi ça change tout. Sur les marchés, en fait, il y a un concept qu'on appelle l'efficience des marchés. Dit comme ça paraît compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Un marché est dit efficient quand le prix intègre déjà toutes les informations connues. Si par exemple, demain, tout le monde sait que le marché va s'effondrer, et ben tout le monde va vendre aujourd'hui et le prix baisse immédiatement. Si tout le monde apprend que Apple va publier dans une semaine des résultats records, tout le monde va acheter l'action Apple maintenant et le prix va automatiquement monter. Dans ce cas-là, il n'y a rien à anticiper quand l'information va sortir, parce que l'information est déjà dans le prix. Et c'est pour ça que dans un marché efficient, ça devient extrêmement difficile de battre ce marché. Pour vous résumer donc cette théorie sur l'efficience des marchés, c'est le fait que le prix que regarde un trader, c'est pas le présent. C'est déjà une anticipation collective de ce que tout le monde sait à cet instant. Et donc, en gros, essayer de prévoir une hausse ou une baisse uniquement avec les mêmes informations que tout le monde, ça devient quasiment impossible. Mais cette théorie est vraie que si tout le monde a les mêmes systèmes de trading, que tout le monde a les mêmes informations dedans. Sauf que Larry Fink, c'est un véritable génie. Rappelez-vous que dès le lancement de BlackRock, il récolte les données sur tout l'État américain. Chaque information, chaque impact. Ce robot de trading, donc, dès sa conception, avait beaucoup plus d'informations que n'importe quel autre acteur. D'après même plusieurs fuites d'informations, il se pourrait que Aladdin, déjà à l'époque, atteigne dans ses bases de données des événements extérieurs majeurs qui pouvaient être complètement anodins, comme par exemple une tempête, un ouragan, des vagues de chaleur ou des épisodes de sécheresse. Des éléments qui peuvent paraître complètement éloignés de la finance, mais qui influent directement sur certains marchés. Ou même on sait qu'ils récoltaient déjà des données sur les comportements quotidiens des gens, que ce soit leur consommation, les différentes sorties qu'ils font et leurs dépenses. Et en fait, toutes ces données, cumulées à grande échelle, finissent par dessiner des tendances et à orienter des décisions à plusieurs milliards. À l'époque, ça, c'est une véritable révolution. Dites-vous qu'au début, BlackRock est le seul à utiliser Aladdin, mais cet outil est tellement rentable et sécurisé que les fonds de pension veulent débloquer leur accès. Les assureurs suivent, et les banques s'y branchent, et vous allez voir qu'ils ont eu complètement raison. Car Larry Fink avait anticipé le pire depuis le début de BlackRock. La crise des prêts immobiliers a provoqué l'expulsion de 3 millions de personnes qui se retrouvent maintenant à la rue. Conséquence financière de la crise des subprimes. Tonnerre dans le monde économique. Quartiers désertés par leurs habitants. America's economy is facing unprecedented challenges. Tous les secteurs de l'économie. Symbole de cette Amérique à crédit. Des morceaux de papier qui ne valent plus rien. Ça devient toxique pour tout le monde. C'est la crise la plus grave sans doute depuis un siècle. Où est la moralité ? 15 septembre 2008. Ce qui devait arriver arriva. Les crédits immobiliers explosent. Pendant des années, des banques américaines ont accordé des prêts à des ménages qui ne pouvaient objectivement pas les rembourser. En fait, on était arrivé sur une bulle où on prêtait littéralement de l'argent aux personnes qui n'avaient aucun emploi. On appelle ça la crise des subprimes. Entre 2001 et 2007, le volume de ces prêts est passé d'environ 160 milliards de dollars à plus de 1300 milliards. Pourquoi ? Parce que les banques ne cherchent plus la sécurité, elles cherchent le volume. Les crédits sont ensuite regroupés, découpés, repackagés dans des produits financiers complexes puis revendus partout dans le monde. Banques européennes, fonds de pension, assureurs, caisses de retraite. Très vite,
plus personne ne fait confiance à personne. Les banques arrêtent de se prêter de l'argent, le marché interbancaire se fige, la liquidité disparaît, et là, le vrai cauchemar commence. On parle de la plus grosse crise financière jamais connue. Les États comprennent qu'ils ont perdu le contrôle. Des milliers de milliards de dollars d'actifs toxiques circulent partout. Mais personne ne sait vraiment qui les détient, où ils sont, ni qui se passe si quelqu'un lâche. Alors, pause. C'est quoi un actif toxique concrètement? Ce n'est pas un actif qui vaut 0 par définition. C'est un actif impossible à valoriser. Un actif toxique, c'est par exemple un produit financier adossé à des milliers de crédits immobiliers, dont une partie ne sera jamais remboursée, mais dont personne ne sait quelle partie exactement, ni combien il vaut réellement aujourd'hui. Résultat, c'est que sur le papier, oui, il vaut quelque chose, mais dans la réalité, personne n'ose l'acheter. En 2008, ces actifs sont partout. Dans les bilans de banque pleins de dettes. Dans les fonds de pension, c'est la même chose. Même les gouvernements sont aveugles. Ils savent qu'il y a un problème, mais ils ne savent pas où. C'est à ce moment-là que notre ami Larry Fink entre en pièce, avec un outil que pratiquement aucun gouvernement ne possède, que vous connaissez déjà, Aladdin. Pendant que tout le monde panique, BlackRock a déjà fait quelque chose de crucial depuis des années. Elle a cartographié les risques, tous les liens cachés, les effets dominos possibles entre banques, fonds d'État, assureurs. Surtout que, rappelez-vous, Larry, son seul but au début, à la création de BlackRock, c'était pas gagner de l'argent, c'était de gérer ce genre de crise. Et ce qui va se passer ensuite est totalement inédit. La Réserve fédérale américaine et le Trésor américain appellent BlackRock. Objectif de la mission, analyser, démêler et gérer des centaines de milliards de dollars d'actifs toxiques issus de la crise. Dans les faits, BlackRock reçoit des mandats pour examiner et gérer des portefeuilles provenant notamment de Bear Stearns, AIG et d'autres institutions en faillite pour un total estimé à plus de 1 milliard de dollars. Pour la première fois dans l'histoire moderne, les États-Unis confient la lecture technique de leur crise financière à une entreprise privée. Larry Fink commence petit à petit à prendre le contrôle du monde. En 2008, pendant que des banques systémiques comme Lehman Brothers disparaissent une par une, pendant que des millions de personnes perdent leur emploi et que partout dans le monde, les marchés s'effondrent, BlackRock aide tout le monde. Elle dit ce qui peut être sauvé, ce qui doit être liquidé, ce qui doit être isolé pour éviter un effondrement total. Larry Fink est officiellement assis à côté de ceux qui décident quoi en faire. Les gros présidents, les directeurs des plus grosses banques. Dans l'histoire de la finance, c'est du jamais vu. Rappelez-vous, 20 ans en arrière, il était cancre de Wall Street. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'après 2008, plus rien ne sera jamais pareil. Les banques centrales n'agiront plus jamais seules. Et les États ne prendront plus de décisions majeures sans consulter le privé. Aladdin, c'est plus un simple outil de gestion de risque. Il devient la boussole du système financier mondial. Et le plus inquiétant, c'est même pas la crise de 2008 en elle-même. C'est ce qu'elle a rendu possible juste après. 2009. BlackRock devient incontournable. C'est ici que son contrôle du monde commence. Je vous remets cette carte du monde, ici les États-Unis, c'est déjà dans la poche. Sauf que la crise n'a pas seulement fait tomber quelques-unes des plus grosses banques américaines. Elle a montré un truc beaucoup plus grave. Les États ne comprennent plus vraiment la machine financière sur laquelle repose leur pays. Alors les gouvernements font tous la même chose. Ils cherchent qui a survécu à la catastrophe pour lui demander de l'aide dans la gestion de son pays. Un nom revient partout, BlackRock. Pour analyser correctement, elle doit tout regarder. Les plus grosses banques, l'argent qui circule, les retraites, les dettes, toutes les importations et matières premières. Plus BlackRock aide de clients, plus BlackRock récolte de la donnée et plus BlackRock est rentable. Résultat, sur cette année, alors que je vous rappelle, c'est la crise de partout et les banques font faillite, BlackRock a un chiffre d'affaires de 8,3 milliards de dollars. Le cours de l'action a fait x10 en l'espace de 10 ans. C'est ouf. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'à ce stade, les gouvernements ne savent pas qu'ils sont piégés, qu'ils viennent de rentrer dans un système dans lequel ils ne pourront pas sortir. Parce qu'ils ne peuvent plus arrêter de travailler avec BlackRock. S'ils décident de stopper leur contrat, c'est risquer une crise immédiate. Alors on consulte et on réconsulte. Puis on invite BlackRock et Larry Fink à tous les dîners importants. Alors attention, c'est pas BlackRock qui possède, mais c'est BlackRock qui influence toutes les décisions pour certains pays à partir de 2009. Pour vraiment que vous vous rendiez compte à quel point son emprise est partout dans le monde, je vais vous mettre la carte de l'Afrique. Dans beaucoup de pays africains, la réalité est simple. Si le prix de la nourriture augmente, le pays peut complètement tomber. Que ce soit le blé, que ce soit le maïs, que ce soit le riz, ces produits sont souvent importés, donc achetés au prix mondial. Après 2009, ces produits ne sont pas seulement de la nourriture, ils deviennent de véritables produits financiers. BlackRock et d'autres fonds d'investissement y voient une véritable opportunité et commencent à investir massivement sur le prix du blé, du maïs, comme si on investissait sur une action, qu'on spécule sur une crypto. Du coup, des dizaines de milliards de dollars arrivent d'un coup sur le marché. Sauf que ces pays ne sont pas habitués à voir d'aussi gros mouvements. Je vous donne un résultat mesurable. Entre 2010 et 2011, le prix mondial du blé et du maïs augmente de plus de 50%. Pas parce qu'il y a 50% moins de blé, mais parce que beaucoup trop d'argent arrive en même temps. Pour un pays riche comme la France ou l'Europe, ça veut simplement dire qu'on va avoir une petite inflation et que les courses coûtent un peu plus cher. Mais pour un pays pauvre, ça veut dire que les gens ne peuvent tout simplement plus manger. Et si vous voulez un exemple frappant, ici en Afrique, c'est la Mozambique. Quand le prix du pain explose en 2010 à cause de la hausse du marché, des émeutes éclatent. Des magasins sont incendiés, l'armée est envoyée dans la rue, il y a eu des morts et même beaucoup de morts. Résultat des courses, tous les pays se rendent compte qu'elles doivent éviter ces crises. Sauf que pour éviter ces futures crises et comprendre ce qui se passe sur les marchés financiers, elles doivent consulter quelqu'un. Et devinez qui ? C'est BlackRock. Voici publiquement les rapports qu'on connaît entre BlackRock et des pays dans l'Afrique. Afrique du Sud. Cet article montre que BlackRock a aidé pour 350 milliards dans la structuration du pays et a investi dedans. Ghana, Kenya,
Nigeria, Sénégal. Ce rapport montre que BlackRock détenait plus de 1 milliard de dollars de la dette de ces 4 pays. Zambie. BlackRock détenait tellement de la dette de cet État que des experts appellent BlackRock à annuler une partie de la dette car les intérêts sont beaucoup trop gros pour le pays. Et ça, c'est uniquement ce qu'on a trouvé publiquement. Certains contrats, personne n'est et ne sera jamais au courant. Je reviens sur la carte de monde, parce que si vous pensez que ça n'arrive qu'à des pays pauvres, j'ai un autre petit exemple frappant pour vous. Regardez ce qui s'est passé en Grèce en 2011. Un pays européen avec la même monnaie que la France, le même système bancaire, la même institution et exactement le même mécanisme que dans les pays endettés d'Afrique. La seule différence, c'est que cette fois, ça se passait au cœur de l'Europe. Résultat, qui on a appelé pour régler cette crise de la dette ? BlackRock, avec un nouveau contrat jamais réalisé. BlackRock a été mandaté par la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne et le FMI, qui est le Fonds Monétaire International. On ne sait pas du tout combien BlackRock a touché sur ce contrat. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'action de BlackRock en 2008 valait $100 et fin 2010, elle valait beaucoup plus du double, atteignant quasiment les $230. Juste, je vous fais une petite parenthèse, il faut que vous compreniez que BlackRock n'a pas déclenché ces crises avec un bouton magique. Mais quand des masses d'argent aussi énormes que celles de BlackRock arrivent sur des marchés vitaux, les pays les plus fragiles encaissent le choc en premier. Et quand ce pays est en crise, ce sont souvent les mêmes acteurs qui ensuite arrivent avec les modèles, les recommandations et les solutions. Et là, tu peux dire, ok, bon, c'est dans le monde, c'était il y a quelques années, c'est de la géopolitique, ça n'a aucun impact sur moi. Sauf que non. Parce que après 2011, BlackRock va rentrer dans une dernière phase de son contrôle que j'ai appelée l'échec et mat. Jusqu'à maintenant, BlackRock contrôle déjà une grande partie du monde. Les États-Unis, l'Europe, l'Afrique et une influence croissante en Asie et en Amérique. Ses bénéfices ont fait x17. Mais il reste encore une pièce à verrouiller pour vraiment avoir un impact sur le monde. Les marchés financiers et les entreprises. Parce que les États peuvent voter et les gouvernements peuvent changer, il peut se passer quelque chose. Mais les marchés, eux, sont permanents. À partir de 2011, BlackRock ne veut plus simplement être un conseiller pour les États. Elle veut devenir l'acteur central des flux mondiaux. Pourquoi ? Parce que finalement, on se rend compte que tout l'argent finit toujours au même endroit. Sur les marchés financiers. Les retraites dans certains pays sont investies sur les marchés. Les fonds de pension, c'est la même chose. Les assurances pour se couvrir aussi. L'épargne des particuliers, pareil. Bref, tout transite par le marché. Et ça, BlackRock l'a bien compris. Parce qu'elle va acquérir le produit le plus rentable et qui permet d'avoir le plus d'influence sur tous les marchés. J'ai nommé les ETF. Un ETF, pour ceux qui savent pas, ça veut dire Exchange Traded Fund. C'est simplement un titre en bourse qui permet d'investir dans un portefeuille d'actions. Imaginez-vous un panier qui contient toutes les actions d'un indice boursier, comme par exemple le CAC 40, qui est l'indice français, ou le S&P 500. Au lieu d'acheter manuellement une action de LVMH, puis une action de Total, et ensuite une action de Renault séparément, vous allez acheter simplement une part de ce panier qui englobe toutes ces actions. Ça veut dire que si l'indice monte de 1%, votre ETF monte de 1%. Si il baisse, pareil, votre ETF baisse. On appelle ça de la gestion passive. Pour quelqu'un qui possède un ETF, il y a plusieurs avantages. Premièrement, c'est les frais. Les frais qui sont très très bas. Dites-vous que des fonds classiques, des banques, ont souvent des frais de gestion entre 1,5 et 2% par an. Ça uniquement pour gérer vos comptes de trading ou votre portefeuille. Les ETF, eux, ont des frais minuscules, souvent entre 0,05% et 0,30%, car c'est un ordinateur qui se contente de simplement recopier l'indice. Et en fait, BlackRock, dès les années 2000, comprennent que ce produit est une véritable révolution et qui peut permettre de toucher n'importe qui sur le marché. Aussi bien un investisseur qui n'a que 10 € à mettre, qui veut reproduire une performance sans frais. Et vous devez vous demander, je vois toujours pas le rapport avec BlackRock. Eh bien, en 2009, durant la même crise financière sur laquelle BlackRock a aidé les États-Unis, BlackRock a racheté secrètement la marque iShares à Barclays pour 13,5 milliards de dollars. Et en rachetant cette partie de Barclays, ils ont réalisé l'échec et mat. Avec juste cette acquisition, ils trouvent un produit qui permet d'impacter tout le monde. Ils contrôlent enfin définitivement le monde. La carte que je vous avais dessinée au début est enfin remplie. Et vous devez vous dire, pourquoi Casper ? Pourquoi tout est rempli ? Parce qu'aujourd'hui, iShares gère désormais environ 5 000 milliards de dollars à elle seule. Ça représente quasiment la moitié du groupe de BlackRock. 2 fois le PIB de la France en gestion. Et outre les frais qu'il prend de 0,5 à 0,30%, il y a surtout un point qui est finalement le plus important. Un point que personne ne connaît en France et c'est pour ça que j'appelle ça l'échec et mat. Parce que si vous détenez un ETF, vous avez beau avoir les actions Apple, Total, LVMH dedans, c'est pas vous qui possédez l'action, c'est l'ETF qui possède les actions. C'est elle qui achète les titres physiquement. Vous ne possédez qu'une part dans le fonds. Et c'est là en fait que réside le véritable coup de maître de BlackRock. Puisque c'est le fonds BlackRock qui est officiellement propriétaire sur le papier. C'est BlackRock qui va voter lors de toutes les assemblées générales. Et c'est pas les millions de petits épargnants qui votent. On appelle ça la house money. Aujourd'hui, si on refait le point avec l'acquisition de iShares, BlackRock possède et influence donc 6% du capital de la plupart des entreprises du CAC 40. Par exemple, Total Energy. BlackRock détient environ 6% du capital. Le secteur bancaire français, ils sont présents dans le capital de BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole, à hauteur de 7,5%. La plus grosse entreprise du monde actuellement, Nvidia. BlackRock détient 7,5%. La marque Apple, que vous connaissez
connaissez tous. Pareil, BlackRock détient 7,7% du capital. Secteur bancaire global, il possède des parts massives dans les plus grosses banques du monde, comme JP Morgan, Bank of America. Et finalement, il manquait juste à BlackRock de contrôler les 2 derniers continents, soit l'Asie et l'Australie. Et aujourd'hui, BlackRock détient environ 7% des actifs globaux en Asie et est l'un des plus gros actionnaires de l'indice ASX 200, qui est en gros l'indice boursier australien avec les 200 plus grandes entreprises australiennes. Le cours de bourse de leur action était à $20 le 1er janvier 2000. Aujourd'hui, il a été multiplié par 50. Le chiffre d'affaires de BlackRock dans les années 2000 était de 477 millions de dollars. Aujourd'hui, il est à 23 milliards. Et voici pourquoi on dit que BlackRock manipule le marché et maîtrise le monde. C'est en fait juste la réalité. Ils sont actionnaires de chaque entreprise cotée en bourse, ont aidé plus de 37 gouvernements et ont des bureaux implantés partout dans le monde. Et vous qui regardez cette vidéo, vous devez vous dire comment moi aussi je peux en profiter. Eh bien, vous avez 2 solutions. Premièrement, c'est pas un conseil en investissement, investir dans l'action de BlackRock. Vous la trouverez sur la plupart des brokers ou des comptes titres avec le ticker BLK. Deuxième façon, c'est trader avec BlackRock. Vous imaginez bien que quand BlackRock décide de rentrer en position sur un actif, elle va injecter des milliards de dollars sur le marché. Et ça laisse des traces. Eh bien, si vous êtes formé pour étudier ces traces que laissent les banques, vous pouvez les voir, les anticiper et essayer de les suivre. Moi, c'est ce que je fais tous les jours quand je trade sur le marché et on appelle ça trader la SMC, Smart Money Concept. Et si vous voulez en savoir plus sur cette stratégie et vous former de manière globale en trading, je vous laisserai autour de la vidéo la plus grosse formation gratuite en francophonie dans laquelle je vous explique étape par étape comment repérer ces manipulations et gagner de l'argent avec. Je vous recommande fortement d'aller voir cette formation, elle a le potentiel de changer votre vie. Sur ce, c'est la fin de cette enquête. Si vous avez aimé, mettez-moi votre meilleur pouce bleu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était Casper, c'était un plaisir. Ciao ciao.